Bonjour à tous, je pense qu'on est passé en live. Je vous présente Jérémy qui est avec moi pour ce soir, avec qui on va parler de cohésion. Bonjour. Alors, je pensais qu'on serait en retard et finalement on est quasiment à l'heure, c'est parfait. On va faire un petit essai son et lumière comme d'habitude. Vous me dites si le son est bon et si l'image est également à peu près cohérente pour Jérémy et pour moi. Ok. Donc ça doit être pas mal. Sachant qu'en plus on inaugure des nouveaux décors, Jérémy et moi ce soir. Donc Jérémy est à son club et moi je suis chez un consultant qui fait de la moto, ça se voit, mais ça a l'air de fonctionner parfaitement. Normalement on a une bonne connexion et on est pas mal. Ok. Donc vous êtes très nombreux, vous étiez quasiment 200 inscrits ce soir. J'espère que vous pourrez à peu près tous voir le webinaire en live, autrement il sera rediffusé comme d'habitude, il sera en replay tout à l'heure. Jérémy, avant de te présenter, je fais un petit point sur le déroulé, le protocole du webinaire, qui est le même que les autres qu'on fait maintenant depuis déjà quasiment un an. Donc on va avoir 1 heure ensemble. Je vais te présenter avec autant de détails que je peux, mais comme tu as un parcours trop compliqué pour moi, je te laisserai terminer. Après, je te poserai différentes questions en lien avec la cohésion, parce que la thématique du soir, c'est la cohésion. Alors, évidemment, en sport collectif, mais pas que. On verra que ça peut aussi concerner les sports individuels, parce que tout sport se pratique forcément en équipe, ou du moins avec une somme d'individus à l'entraînement. On parlera de ça, je te poserai des questions plus ou moins théoriques, plus ou moins pratiques, et après je vous laisserai la parole sur le chat. Vous pouvez poser dès maintenant vos questions sur le chat ou dans l'onglet questions, de façon à ce que je les rapporte à Jérémy qui vous répondre au mieux par rapport à vos attentes. N'hésitez pas à amener des questions et de la précision en termes de sport, de niveau, parce que c'est très important. La cohésion, c'est une thématique qui peut beaucoup évoluer en fonction de qui on a en face de soi, en termes d'âge, de niveau, de pratique et de sport. Nathalie Latry est également avec nous normalement ce soir. Ouais, là je la vois. Donc elle va pouvoir nous sketch noter tout ça en live. Alors Jérémy, on doit rester à peu près dans une ligne de directrice à peu près droite. Si on s'écarte trop, elle va être en difficulté. Donc il faut qu'on respecte la cohésion vraiment et des thématiques centrales. On va essayer. Et j'en profite pour dire bonjour à tout le monde, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas encore. Ravi de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous en live et j'espère plus tard. Jérémy, je te présente. Donc tu as 39 ans. Ouais. C'est ça? Yeah. À plus? Ouais, c'est pas grave. J'ai encore quelques mois avant. Donc tu as quasiment 40 ans, on va dire. Ouais. Tu as un profil ultra riche. On s'est connus, nous, il y a quasiment 5 ans. Tu es venu en formation chez nous, chez Focus. Tu étais un des premiers à faire la formation au diplôme d'expert en préparation mentale. Tu étais déjà à l'époque manager de rugby. Et tu étais issu du rugby, évidemment. Tu as été longtemps joueur de rugby pro, en Pro D2, en Fédéral 1, dans différents clubs. Je te laisserai dire lesquels si c'est important pour toi. Après, tu as fait pas mal de formations. Tu es même ultra diplômé, ultra formé. Tu as des formations en management, en cohésion, en PNL, en préparation mentale collective, etc., etc. Et aujourd'hui, tu es, on va dire, manager d'un club de Périgueux. Ouais. Dans lequel tu entraînes, dans lequel tu formes les entraîneurs et dans lequel tu gères beaucoup de choses. Je vais dire à peu près tout, mais ça serait présomptueux et aller trop vite, mais tu gères en tous les cas beaucoup de choses. Et en plus de ça, on travaille ensemble. Donc, tu es consultant chez nous. Tu t'occupes, des cours, des formations qui sont en lien avec la cohésion. Et on va dire que l'objectif que je t'ai donné, c'est de venir chez nous et de créer un groupe en 4 heures, de voir comment le groupe vit au bout de 3 mois et de voir comment le groupe a vécu au bout d'une saison chez nous. Et ça se passe toujours très bien parce que tu as plein d'astuces, plein d'outils pour travailler la cohésion enfin, c'est hyper efficace. Voilà. Et tu gardes encore un petit peu de temps pour faire de la formation en dehors du club, donc un petit peu aussi chez nous. On travaille déjà ensemble aussi à de la formation qui sera vraiment axée que sur la cohésion.
Mais c'est le tout début du travail. Et tu es aussi un préparateur mental à côté. Je ne sais pas si tu as encore beaucoup de suivi individuel. Tu m'as dit que de moins en moins, mais… Ouais. Plus le temps. Plus le temps, mais tu as quand même du coup une activité de préparateur mental individuel. Est-ce que c'est bien résumé? Quasiment, ouais. Ça fait 35 ans que je vis dans les collectifs parce que j'ai commencé le rugby à 5 ans et je crois que je suis passé par tous les stades du joueur au joueur pro, à l'international français A7 et entraîneur, manager et maintenant formateur de cadre, comme on dit, d'entraîneur et aussi maintenant directeur du pôle formation. Donc, ça va des demandes de subventions au terrain, à l'animation de certaines catégories, supervision. Donc, toujours vécu en groupe, toujours vécu avec du monde. Et c'est vrai que, bon, depuis 5 ans, à la suite de toutes les formations à la fin de ma carrière pro, qu'on se connaît, petit à petit, on a de plus en plus travaillé ensemble. Et c'est vrai que chaque année, je vis des super moments dans tes promotions, dans ces promotions de formation expert, où d'une collection d'individus, on arrive à faire quand même une bonne petite équipe à la fin qui passe de bons moments et jusqu'à la déclusion qu'on a encore vécu semaine dernière et où on voit beaucoup d'émotions et beaucoup de liens qui se sont créés entre eux. Bon, j'ai pas mal de questions à te poser. On va commencer par une question entre guillemets simple et un petit peu nostalgique. Dans ton parcours de joueur, est-ce que tu as connu beaucoup d'équipes qui étaient vraiment en cohésion? Une équipe qui m'a marqué et qui me marque encore quand je la regarde jouer, c'est l'équipe de Colomiers. Colomiers, donc banlieue toulousaine, club de Pro D2, qui était descendu en 3e niveau, donc en fédéral 1. Et dans l'objectif, j'y suis allé dans cette année, il fallait remonter dans le rugby pro. C'est un club qui a une grosse histoire, c'est le club de Fabien Galtier, de Jean-Luc Sadourny, donc des personnes très connues dans le rugby. Quand je suis arrivé là-bas, c'est le club dans une grande ville, Toulouse, mais qui a un esprit famille et qui s'est démarqué du grand frère, le Stade Toulousain, en ayant vraiment cet état d'esprit club. Et après, dans l'équipe, ça a été magique. C'est, je crois, où j'ai passé les 3 saisons les plus sympas. Parce que quand il y a de la cohésion, on aura le temps d'en discuter. Il y a tout ce qui est opératoire, donc structurel, qui fait quoi, comment. Mais il y avait aussi surtout cette cohésion sociale que des fois on ne retrouve pas dans le monde pro et qui était fantastique parce que les gens, on avait plaisir à se voir, à passer du bon temps ensemble, à faire des 3e mi-temps, à s'entraîner ensemble. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Est-ce que tu as croisé beaucoup d'entraîneurs qui étaient de bons managers ou de bons faiseurs de cohésion? Non, parce que comme tu dis, ce sont d'abord des entraîneurs. Donc souvent, ils viennent de la pratique, ils sont des spécialistes du terrain, donc ils vont être très bons sur le technique, la stratégie, la tactique. Et la cohésion, soit ils l'ont parce que c'est naturel, inné, ils l'ont créé, soit pour eux, ils ne veulent pas s'en intéresser. Et j'ai vu des entraîneurs et des groupes avec un potentiel énorme où il y a eu des flops, où au bout de 6 mois, le vestiaire se retourne comme l'entraîneur et le vire. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et en plus, c'est complexe. Nous, on a 15 joueurs qui jouent, on a 7 remplaçants, on est un squad de 30. Le staff, il est composé d'un préparateur physique, dans différents entraîneurs, du médical. Donc, il y a énormément de monde. Si la personne n'est pas fédératrice et si l'entraîneur ne permet pas un minimum de cohésion, il va y avoir plein de dysfonctionnements. Alors, j'ai vu des meneurs d'hommes qui étaient des gros tempéraments, parce que dans le rugby, on a quand même ces gros tempéraments, qui petit à petit arrivaient à gérer le groupe et à le motiver. C'était plutôt à la Brevard, il faut y aller, il faut aller combattre. Mais des entraîneurs qui se posaient vraiment la question comment créer la cohésion, comment faire que mon groupe vit bien, performe ensemble, structure, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose d'inné et souvent c'est délaissé. Ce n'est pas théorisé en tout cas dans le rugby, dans les différents groupes que j'ai rencontrés. Et c'est dommage parce que comme tu disais au début, c'est des petites astuces en fait.
c'est des petits moments, c'est une petite planification, c'est des étapes clés qui permettent que l'entraînement se passe bien et que la cohésion dans l'année adhère. Et on le voit quand on le dit, quand la mayonnaise prend, ben après c'est facile. C'est facile. Tout ce qui est technique, stratégique, les joueurs à ce niveau-là, ils savent le faire. Après, qu'est-ce qui va donner envie de se sacrifier sur le terrain pour le copain? Il va falloir l'aimer, il va falloir l'apprécier. Donc, quel lien on a créé ensemble? Et on se rend compte que cette notion de concurrence à l'intérieur du groupe fait qu'il y aura toujours de la rivalité, il y aura toujours des différences. Donc, le coach, le manager, il est là pour ça, pour tenir son groupe, pour y donner des règles, pour y donner des émotions ensemble, partagées. Et il y a des entraîneurs qui sont reconnus, Christophe Furios, il y avait Bernard Gouta qui est à Toulon, qui est maintenant à Perpignan, mais qui sont des entraîneurs meneurs d'hommes qui font attention et qui sont posés des questions. On le voit dans leur stage de cohésion, on le voit dans tout ce qu'ils font dans l'extra sportif. Mais voilà, l'entraîneur, il est sorti de sa casquette d'entraîneur. Et ça, je pense que ça va se développer de plus en plus parce que, à un bout d'un moment, ça fait partie des facteurs de performance. Mais aujourd'hui, ce n'était pas la priorité des présidents et des entraîneurs de dire qu'on va avoir un groupe soudé pour gagner. Et je pense que c'est quand même une notion hyper importante. Ok, alors ça me va tout de suite 2 questions complémentaires, Jérémy. Comment on peut être entraîneur d'un sport collectif sans aimer créer du collectif ou de cohésion? Parce que je pense que c'est pas qu'on n'aime peut-être pas ça, c'est qu'on est tellement pris sur l'aspect technique, tactique, stratégie, compétition, résultat, qu'on oublie que il va falloir aussi y mettre des ingrédients d'émotion, de sentiments, de partage. Donc, on peut être sur une cohésion très bien structurée. On le retrouve dans des sports pro où il va y avoir beaucoup de règles, une hiérarchie, les notions de pouvoir, de leader. Voilà, c'est une thématique et un domaine de la cohésion. Et donc, il y a des entraîneurs qui sont très bons là-dessus, qui vont tout calculer, essayer de tout maîtriser. Mais ils vont oublier la partie humaine. On n'est pas des robots. Et on a cette problématique souvent, c'est que la cohésion, ils imaginent que la cohésion, on met tout le monde ensemble et finalement, à un bout d'un moment, les gens ils vont s'aimer ou à un bout d'un moment, ils vont vivre ensemble. Et pour avoir vécu dans un vestiaire, non, dans un vestiaire, quand il y a 20 gars qui ont des enjeux individuels, si on ne met pas un peu de cohésion, les enjeux individuels, ils peuvent prendre le dessus. On le voit au foot quand il y a plusieurs stars dans des sélections, ou quand il y a des clubs où il y a des caractères forts, des Messi, des Mbappé, tout ça. À côté, il faut leur trouver des joueurs qui puissent accepter qu'il y a un joueur qui sera au-dessus. Donc, l'entraîneur, s'il ne fait pas attention à toutes ces relations entraîneur-entraîné, mais aussi joueurs entre eux, et tout ce qui peut se passer et toutes les histoires dans les vestiaires, il y a déjà eu des bagarres sur le terrain à l'entraînement. Voilà. Si l'entraîneur il dit non, mais ça ne me regarde pas, moi je m'occupe que le côté structurel, mais ça va peser un bout d'un moment, au fil de l'année, au fil de la saison, et dès qu'il va y avoir une série de 2-3 matchs pas bons, le vestiaire il va se retourner. Et ceux qui sont proches de l'entraîneur, ils vont défendre l'entraîneur, et le vestiaire, moi j'ai vu des vestiaires se séparer en deux, parce que comme l'entraîneur ne cherchait pas à faire de cohésion, il laissait un peu les gens vivre ensemble. C'est une société c'est une micro-société qui vit ensemble, sur un format un peu anarchique qu'on essaye de contrôler. Au bout d'un moment, si ça ne se passe pas bien, ça fait boum. Et j'ai vécu plusieurs saisons où les entraîneurs finissaient pas la saison, surtout quand on est dans des équipes qui jouent le maintien dès le début ou qui savent qu'ils n'ont pas un gros potentiel. Si on ne met pas un gros esprit d'équipe, un bon état d'esprit et qu'on on ne régule pas au fil des mois, parce que la cohésion, ce n'est pas le stage de cohésion début d'année, on va faire une 3e mi-temps et une sortie canoë-kayak. Non, c'est tout ce qu'on va y mettre pour permettre à ce qu'au fil de l'année, jusqu'au dernier moment de la saison et jusqu'à la mort de l'équipe, on a créé de la cohésion. Et ça, les entraîneurs, souvent, ce n'est pas leur priorité, parce que pour eux, c'est pas même quand on leur demande, ils n'ont pas envie. Ça demande de mettre de l'humanité. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont du mal aussi, et humanité, vulnérabilité, d'aller dans cette direction. Je pense que les bons entraîneurs qu'on retrouve, j'avais lu des articles sur Didier Deschamps, des choses comme ça,
ils sont humains, ils font attention à ce qui se passe, ils observent, c'est des très bons observateurs. Ils savent quand c'est qu'il va falloir trancher, quand c'est qu'il faut se séparer d'un joueur, quand c'est qu'il faut le faire revenir, quand c'est qu'il y a quelqu'un qu'il faut lui redonner confiance. Voilà, nous, on est des gros staffs, des gros squads, et donc il faut gérer beaucoup d'humanité. Et si quelqu'un se met dans sa tête, automatiquement, il laisse trop de hasard. Et ça risque de lui retomber dessus. Est-ce que tu sais si dans les formations d'entraîneurs, alors rugby actuellement, comme je sais que tu en fais beaucoup et que tu interviens, il y a de la place qui est laissée à la préparation mentale et notamment à la préparation mentale collective? Pas beaucoup en fait. En fait, dans notre fédé, on considère que l'entraîneur est le premier préparateur mental. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vrai parce qu'ils veulent. Mais sauf qu'on ne les forme pas. Donc, à un moment, oui, on explique un peu comment échanger, comment réguler, comment parler à la mi-temps, comment manager. Mais en fait, on ne rentre pas du tout dans le détail, dans tout ce qu'on peut vivre dans d'autres formations. Et ça commence à rentrer un peu de formation en prépa mentale sur des bulles de concentration, sur un peu d'imagerie, sur du domaine plutôt individuel, de la sophrologie, des choses comme ça. Mais sur du collectif, on se rend compte que à part à très très haut niveau, où là, ça y est, il y a une cellule qui s'est créée. Sinon, c'est quelque chose, limite, on dit la prépa mentale dans le sport, dans le rugby, c'est pour le centre de formation. C'est pas pour l'équipe première. C'est pas pour. On n'en a pas besoin parce qu'on a encore cet aspect que le mental, c'est pas un entraînement mental, c'est que le mental, limite, non, si tu dis que tu as un souci ou un problème, non, je vais pas voir un psy. On n'est pas psy, on n'est pas là en train de faire l'introspection, une psychothérapie, mais il y a encore ce côté que le préparateur mental, il intervient sur quelqu'un qui a un souci, un blessé ou quelqu'un qui a un problème sur le stress. On ne l'a pas encore mis comme le préparateur physique qui est là pour entraîner le physique. Le mental, il s'entraîne aussi, le goût de l'effort, la concentration. L'intégrer aux entraînements, à part à très haut niveau, dans le rugby, ça ne se fait pas. Donc, on a des formations qui commencent à y réfléchir, qui se posent des questions, mais on est encore… c'est pas banalisé, c'est encore très élitiste. Je pense qu'à part les équipes de France à 15 et à 7, je ne suis pas sûr que même dans les clubs pro, il y ait des préparateurs mentaux qui interviennent, quoi. Et les entraîneurs se forment très peu. On le voit de plus en plus, mais par rapport au nombre d'entraîneurs dans un staff, ça se voit peu. Ça se voit pas. De ce que je vois dans le rugby pro, un staff d'une équipe pro en top 14, c'est entre 8 et 12 personnes à peu près? Oui, largement, ouais. Avec tous les analystes en prépa physique. Dans les clubs pro, on trouve facilement 3-4 préparateurs physiques. Parce qu'il y en a un qui va analyser, l'autre qui va s'occuper des GPS, l'autre qui va faire la préparation plus muscu, l'autre plus cardio, l'autre qui s'occupe des blessés. Donc déjà, on a 4-5. On va avoir tous les staffs aussi médicaux, tout ce qui est kiné, médecin. Après, on va avoir tout ce qui est analyste vidéo, des fois et vidéaste. Donc 1, 2. Après, il y a toute la spécialité technique, tactique, stratégique avec 3, 4, 5 entraîneurs. Donc, rien que le staff, déjà, c'est une équipe. Et après, on a… Et là-dessus, le grand oublié, c'est la prépa mentale souvent. Il n'y a pas de spécialiste ni dans la prépa mentale individualisée et ni collective. À l'inverse de ce qu'on peut retrouver dans les clubs de Super Rugby. Moi, il y a un club que j'adore, que je regarde, c'est les Brumbies. C'est en Australie, où là, comme il y a beaucoup de rites, comme il y a une culture différente, ils cherchent à avoir des spécialistes qui vont créer… il faut regarder la vidéo de la danse du kangourou fait par les Brumbies, mais c'est un peuple aborigène, donc ils sont allés chercher la culture et les rituels, et ils ont obligé tous les joueurs à vivre ce rituel ensemble, qui va automatiquement créer de la cohésion. Donc, ils ont quand même des spécialistes, eux, qui sont là pour créer des Olympiades, qui sont là pour créer du sens, donner une raison d'être ensemble et de défendre un maillot. La cohésion, elle est là parce que c'est des personnes qui ont décidé de vivre ensemble
ils ont une raison d'être ensemble. Et c'est pas seulement ah oui, on veut gagner, on va être champion de France. On va entraîner ensemble, on va vivre des émotions, on va s'apprécier ou non. Donc, à un bout d'un moment, il va falloir créer ce lien. Et là, c'est là que l'entraîneur, il peut déléguer à des personnes. Je sais que chez les All Blacks, il y a des personnes qui s'occupent spécialement du haka pour faire apprendre le haka, la culture, ce qui se dit. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture ancestrale, on l'a oubliée, on l'a perdue, mais eux, ils s'en servent beaucoup pour créer de la cohésion sociale, surtout pour créer ce lien, cette appartenance. Dans la cohésion, il y a ce sentiment d'appartenir à un groupe, d'avoir une identité identique, une certaine forme de conformisme. Et c'est vrai que nous, qu'on mette le maillot bleu avec un écusson et tout, limite, on est passé sur un truc, on va mieux changer de club l'année prochaine. Le défendre son clocher, comme on disait avant, ça s'est un peu perdu. Donc, pour moi, il y a un axe à l'entraîneur doit aussi toujours ramener les racines du club, ramener d'où on vient, pourquoi on le fait et surtout pourquoi le groupe s'est réuni, pourquoi le groupe fonctionne ensemble cette saison. Sinon, il n'y a aucune différence entre ce groupe-là que le groupe d'à côté, que le groupe d'à côté. Donc, moi, c'est… En plus, on va vraiment partager des moments et de l'intimité avec les gens. Et plus on va creuser, plus on va créer des liens forts. Et je pense que pour se sacrifier, parce que le rugby, c'est quand même un sport de combat, pour se sacrifier sur un terrain, au bout d'un moment, il faut qu'on apprécie les copains d'à côté, il faut qu'on soit d'accord avec l'entraîneur sur la philosophie, il faut qu'on ait envie de défendre le maillot, l'équipe. Et tout ça, il ne faut pas que, quand on rentre sur le terrain, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est vrai que pour avoir vécu le monde pro, certains matchs, certains moments, certains clubs, sur 15 ans de carrière, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais sur le terrain? Est-ce que c'est là que j'ai envie d'être? Donc, cette cohésion, elle est importante et elle à maintenir toute la saison et toute l'année. Mais les entraîneurs, je pense qu'ils ne font pas assez attention et qu'ils devraient déléguer surtout cette mission à des gens spécialistes. Avant de poursuivre, Jérémy, est-ce que tu peux donner à Carole le nom du club de la danse du kangourou? Les Brumbies. Brumbies, c'est ça. UMBIES, c'est en Australie. Et du coup, nous, on continue. Est-ce que tu peux nous dire quels sont pour toi les pièges anti-cohésion? Les trucs vraiment à ne pas faire pour créer de la cohésion. J'ai envie de dire, c'est comme dans un couple. Ne pas communiquer, ou mal communiquer, ou se mentir, mais automatiquement, il va y avoir un problème de cohésion. Automatiquement, il va y avoir des soucis. Donc, la première chose, voilà, c'est la façon qu'on a de communiquer. J'ai vu des entraîneurs faire des conseils de sage. Ça veut dire qu'ils passent que par 6 ou 7 joueurs au lieu de passer par les 30. Donc, dans l'idée, au début, ça peut être sympa de dire c'est plus facile, sauf qu'à un bout d'un moment, non, il se crée un micro-groupe et on ne communique pas au groupe. Donc, la façon de communiquer, d'échanger, ça va être important. Qu'est-ce qui va être important aussi? C'est l'inclusion. Pour moi, ça, c'est le paramètre numéro 1. C'est si jamais on laisse des joueurs à côté, dès le début de la saison, on dit bon, allez, on part sur la pratique, le football, le tennis, n'importe quoi, et on ne crée pas ce lien entre le staff, le joueur, le projet. Si on n'inclut pas tout le monde, il va se passer que des personnes, ils vont mettre 3-4 mois avant de rentrer dans l'objectif, ou sinon, ils ne vont pas se sentir importants dans le groupe. Et de ne pas se sentir important dans le groupe, moi je l'ai vécu dans certains clubs, mais ça fait qu'on n'a pas envie de se battre pour ce groupe. Donc, cette notion de suite créer une appartenance, de suite créer une inclusion, l'importance de chacun, que tout le monde connaisse, rien que le prénom, rien que les entraîneurs. J'ai vu des entraîneurs mettre 3 mois avant de connaître le nom du petit jeune. Au bout d'un moment, ça montre que voilà, tu ne m'intéresses pas. D'un coup, il marque, d'un coup, tout le monde connaît son nom. Mais voilà, pour rentrer dans une équipe, il faut créer cette inclusion. Alors, d'autres problèmes qui peuvent y arriver, c'est des événements mal gérés. Une suite de défaites, un conflit. J'ai déjà vécu des bagarres entre 2 joueurs. Si l'entraîneur ne prend pas parti, s'il ne régule pas, si le groupe… Mais c'est quelque chose qui peut être latent. Moi, je l'ai vécu au club de Colomiers pendant 6 mois avec un joueur, on ne se parlait plus. Mon concurrent de poste. Et donc, automatiquement, l'équipe, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient plus intimes avec moi ou avec lui, ça a formé un peu des groupes. Et à la fin de l'année, l'entraîneur, il a dû choisir. Donc, à la fin de l'année, il dit je me sépare de celui-ci. Et donc, automatiquement,
Si l'entraîneur avait géré le malaise, je pense que voilà, il aurait remis les joueurs d'en face de leurs responsabilités. Notre rôle, il nous aurait rappelé pourquoi on est là, quels sont nos objectifs club, les objectifs collectifs et les enjeux collectifs plus que nos enjeux personnels. Et il aurait pu éviter ces dysfonctionnements. Donc, des pièges, il y en a plein tout au fond de l'année. Et même d'être trop liés, ça peut être un piège. Si d'un coup, on devient tous identiques à penser dans la même façon et être tous, l'entraîneur, il a raison, mais souvent, on voit que des projets sur 2-3 ans qui ont bien démarré s'effondrent parce qu'au contraire, il a manqué cette lucidité, cette ouverture. Donc, c'est vraiment cette notion qu'il faut mettre du fonctionnement structurel, qu'il faut mettre de l'amour, qu'il faut, quand il y a un problème, qu'il faut l'expliquer, qu'il faut le réguler, mais il faut faire attention aussi à ne pas vivre qu'entre nous. Il faut garder la veille et ce qui se passe aux alentours, que font les adversaires. Dans le rugby, on dit que les Blacks ont tendance à donner, qui est l'équipe la plus forte au monde, a tendance à donner leur projet de jeu ou à ne pas les cacher. Ils disent que s'ils le montrent aux autres, ça les oblige, eux, à devenir encore plus forts. Alors que j'ai connu beaucoup d'entraîneurs qui cachaient leur petit savoir, que finalement beaucoup de monde sait, mais dans cette idée, voilà, on ne veut pas partager parce que ça, moi, je suis très bon là-dedans et je ne veux pas que les gens le sachent. Et pour moi, voilà, ça, c'est aussi quand on veut rester trop fermé sur soi, on n'évolue pas, on ne progresse pas et à un bout d'un moment, on devient has-been. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'inclusion, qui pour moi est vraiment la notion fondamentale par rapport à ton approche et qui fait que tous les groupes que l'on voit ensemble, qu'on gère ensemble, font cohésion très vite? L'inclusion, c'est savoir qui appartient à l'équipe et qui va donc rentrer dans cette aventure humaine et dans ce projet. Donc, c'est de définir les limites de l'équipe. Est-ce que tous les équipiers, tous les joueurs sont dans une équipe ou est-ce que c'est les équipiers plus le staff? Mais qui fait partie du staff? Est-ce que le médecin rentre dans l'inclusion? Est-ce que le préparateur physique? Donc, c'est vraiment cartographier, mettre les limites. Un joueur de tennis, il va faire une inclusion peut-être avec son entraîneur, peut-être son kiné. S'il a un prépa mental, son prépa mental, et il va falloir qu'il fasse une équipe, une inclusion pour que tout le monde aille dans le même projet, dans le même objectif, qui peut être un objectif personnel pour lui, en disant, lui, il veut être champion d'un tournoi ou gagner un tournoi ou progresser à l'ATP, mais tout le monde va être dans son sens. Ils vont accepter, chacun, de mettre du temps, de mettre des fois de l'argent, de mettre des choses en place pour lui. Donc, l'inclusion, ça va être la première étape qui est, pour moi, le plus important, c'est que tout le monde se sente important dans le groupe et se sente appartenir au groupe. Que ce soit un remplaçant, que ce soit un nouveau, que ce soit un ancien, il faut l'inclure, il faut qu'ils se disent, voilà, quand on fait la formation, l'idée, c'est que c'est leur entrée en formation et qu'ils comprennent qu'ils ne viennent pas en collection d'individus, donc tout seuls prendre la formation pour eux, s'alimenter et repartir chez eux, c'est qu'ils comprennent qu'ils vont le vivre en aventure et qu'ils vont le vivre ensemble et que ce partage va être encore plus enrichissant que les formations elles-mêmes parce qu'ils vont absorber la formation et ils vont l'échanger et donc ils vont l'amadouer, et c'est tout cet échange qui va permettre à un bout d'un moment de créer ce lien, cette cohésion. Mais la première étape, c'est ce qu'on fait sur une matinée, souvent, ou même sur une journée, c'est définir tout ce qui va se passer. Les règles, les valeurs, pourquoi on est là, les ambitions, les différents leaders, qui fait quoi, comment. C'est tout ça qui va mettre en place tout le reste. C'est pour ça que là-dedans, pour moi, l'inclusion, ça pourrait être un stage, la stage d'inclusion, comme on voit dans des écoles, des journées d'intégration. Voilà. Et le stage cohésion, purement cohésion, sans pratique du sport, sera encore un moment. Et le stage qu'on dit, nous, projet de jeu ou rugby, c'est encore un autre stage. Et au lieu que de se dire, on va se faire un stage sur un week-end, on va tout faire en même temps, on va tout mélanger. On va essayer les nouveaux, les anciens, de les mettre ensemble. Puis en plus, après, on va leur demander de faire de la pratique terrain. Et si en plus, on peut créer de la cohésion en leur mettant un ou deux événements un peu folkloriques. Voilà. Et là-dessus, on mélange tout et on espère que ça marche. Moi, je suis plutôt de l'école. On fait plusieurs stages spécifiques où on prend des temps, même des temps de l'entraînement. Au lieu de faire 1 heure de je sais pas, de foot, de hockey, de prendre 1 heure de cohésion.
Au début, c'est 1 heure de perdu sur la pratique, mais c'est de la cohésion créée pour toute la saison. Souvent, on a tendance à se dire, bon, ben allez les gars, allez, on a un tour de terrain, on s'échauffe, on fait ci, et c'est parti. Les joueurs, ils arrivent en début d'année, ils ne se connaissent pas, ils se sont affrontés la saison d'avant, ils ont peut-être des problèmes entre eux, ils sont dégoûtés qu'un copain soit partout. Là, c'est un reset, on remet tout à plat, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau fonctionnement, comprendre quels sont les enjeux personnels, mais surtout comprendre que les enjeux personnels vont être soumis à frustration parce que le plus important, c'est l'enjeu collectif. Donc, c'est le moment où on va passer du nombrilisme, on va dire, à l'altruisme et on travaille en groupe. Ok, bon, le temps file très vite. Je te propose, si tu es ok, qu'on passe aux questions sur le chat. Donc, vous êtes très nombreux. Donc, bon, pas, je pense, répondre à toutes vos questions, mais allez-y quand même, posez les questions qui vous tiennent à cœur, que vous avez vraiment envie, auxquelles vous avez envie d'avoir des réponses. Jérémy, tu as déjà des questions qui sont les suivantes. Je regarde tout ça. Il y a beaucoup de questions. Alors, une question de Romain Bertolino. Comment créer une cohésion quand il y a dans l'équipe des stars et des fortes têtes? Et si tu as un exemple ou deux de ta carrière, je suis preneur, vraiment. Ben, j'ai envie de dire, quand on est entraîneur, c'est quelque chose qui peut être délicat, mais au final, c'est ce qu'on veut tous quand, en tant qu'entraîneur. On veut des stars, on veut aussi avoir des joueurs à caractère, parce que sinon, ça va manquer un peu de répondants sur le terrain. Hein. Si on n'a que des agneaux ou que des soldats, évidemment, il nous faut des leaders. Donc là-dessus, il va falloir surtout leur faire comprendre cette notion d'inclusion, c'est que tout le monde est important et que tout le monde a un rôle à jouer. Et que ce soit la star ou le groupe comprennent qu'on fonctionne tous dans le même but commun. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des joueurs donc en position un peu plus haute. Un Michael Jordan, dans un groupe, il est en position haute. Un Messi, c'est en position haute. Mais tout seul, il ne vivrait pas. Il a besoin des 10 autres ou des 4 autres autour. Donc, la gestion, c'est pour ça que prendre du temps de parole, d'échange, de communiquer que voilà, tu es la star du club, on a besoin de toi. Par contre, tes caprices de starlet ou de diva, le club n'a pas besoin. Au contraire. Et comprendre que ça fait partie du respect. Donc, il y a des règles de vie collectives. Là-dessus, quand j'étais aux Castres Olympiques, j'étais jeune, j'avais 20 ans. En face de moi, j'avais des Hugo Mola, donc, qui est maintenant entraîneur de Toulouse. Il y avait Raphaël Ibanez, le capitaine de l'équipe de France. Il y avait Grégor Todsen, le demi d'ouverture de l'Écosse. J'avais Stoïka, le centre de l'Italie. Autour de moi, j'avais que des internationaux. Et là-dessus, moi, je les vois comme des stars. Quand il y en a beaucoup, eux, ils se voient au même niveau, ils se voient entre deux pairs. Et quand l'entraîneur a aussi, lui, une reconnaissance, ou quand lui aussi, il a un papier, limite, il est au niveau de ses joueurs. Je ne pense pas qu'un Mourinho, qu'on lui dise parle à Messi ou à Mbappé, ça ne lui fait pas peur, quoi. Donc, je pense que déjà, il y a une notion qu'on a les joueurs qu'on entraîne et on entraîne les joueurs dont on a le niveau. Après, ça peut arriver qu'on récupère un joueur qui est au-dessus du lot, mais ça va être comment on l'intègre au groupe. Si d'entrée, on le vend comme le meilleur joueur, qu'on lui donne tous les ballons pour qu'il marque des buts et que c'est nous qui l'avons mis aussi dans ce système-là. C'est vraiment une philosophie de jeu de savoir comment on va le faire évoluer, comment faire évoluer le groupe. Sur un individu, c'est facile à gérer, une forte tête, et encore pas tous, parce que je pense que Benoît Paire, pour son entraîneur, des fois, ça doit être compliqué. Mais quand on a du monde autour, il faut que le groupe se crée une osmose qui s'autorégule, en fait. Ça va s'autoréguler, et donc il va falloir… Moi, je suis pour que les règles soient identiques. La star a les mêmes droits et devoirs que le joueur lambda. Par contre, on sait qu'il aura des meilleurs stats, qu'il aura un plus gros salaire, qu'il aura des avantages. Mais par contre, sur le terrain, il a les mêmes droits et devoirs. Si déjà on peut les mettre tous à égalité d'un point de vue légal, on va dire, c'est comme si nous, on disait qu'il y avait des avantages suivant notre statut social en France. Ça existe peut-être, mais normalement, non. Normalement, on est tous équilibrés, tous au même équitable. Mais dans une équipe, ça doit fonctionner comme ça.
Donc, moi, je pense que c'est aussi l'attitude de l'entraîneur et de respecter des petites phases clés permet de gérer des comportements. En étant en fin de carrière, quand je passais entraîneur, pour récupérer des joueurs qui venaient de Pro D2. Alors bon, c'est vrai que moi, j'avais évolué aussi en rugby pro, donc je n'avais pas de problème de discuter avec eux. Mais par rapport aux autres, ils les voyaient tous comme des stars. Moi, j'ai toujours considéré que voilà, s'ils ne sont pas bons, ils passent remplaçants. Il ne faut pas les surprotéger, au contraire. Je pense que les grands joueurs, il faut les mettre responsables, il faut les rendre leaders. Leader et responsable. Responsabiliser quelqu'un, une forte tête, de lui dire que il est responsable du groupe aussi et que si le groupe ne se passe pas bien, c'est lui qui va avoir des problèmes. Mais automatiquement, il va faire attention au groupe. Donc, il y a cette notion, c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui a un gros caractère qu'il faut penser son temps à faire le flic derrière. Au contraire, on peut le responsabiliser si on s'entend bien, qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde. Il ne faut pas en faire un contre-pouvoir à côté. Mais si on s'entend bien, il faut arriver à le responsabiliser. Au contraire, il va s'épanouir. Mais ça sous-tend néanmoins que pour entraîner des fortes têtes ou des stars, il faut déjà être un peu soit aussi forte tête et un peu star. Il faut avoir, j'ai envie de dire, il faut être OK avec soi-même. Il faut avoir une sécurité intérieure, il faut être légitime. Et même si on ne l'est pas, il faut penser qu'on est légitime. Si dès le début, on se dit mince, on entraîne une star, il est meilleur que nous, ah ben oui, il est meilleur que nous, il tire des pénaltys mieux que nous, il marque des essais mieux que nous, des paniers francs, tout ce qu'on veut. Il est meilleur que l'équipe. Mais si on ne lui montre pas qu'en face, nous aussi, on est un leader et qu'on veut juste être de même niveau, par contre, il y a un lien hiérarchique par rapport au statut. Je suis entraîneur, t'es joueur. Si on ne met pas le cadre, à un bout d'un moment, et qu'on a les étoiles dans les yeux parce qu'on dit « Oh, on a ce super joueur », il va nous manger. Donc, pour entraîner des grands joueurs, il faut être un grand entraîneur ou devenir un bon entraîneur. Tu avais une question sur les techniques que tu emploies, je ne sais plus qui c'était, de Guillaume Casanova. Quel genre d'exercice simple peut-on mettre en place pour donner envie à l'équipe de s'intéresser à la préparation mentale collective ? J'ai envie de dire, il faut les faire expérimenter. Déjà, simplement, je l'ai déjà fait sur des plus jeunes, sur des semi-professionnels. Si vous arrivez, les joueurs de rugby, alors je pense dans le sport en général, les joueurs et les athlètes sont quand même souvent des soldats par rapport à l'entraîneur. C'est-à-dire que vous allez leur demander des choses et ils vont le faire. Et à force, comme vous êtes entraîneur, ils vont tout accepter. Souvent, c'est nous qui avons peur de leur proposer des choses. Des outils simples, ça peut être des moments de bulles de concentration en disant on fonctionne ensemble. Ça peut être la façon de se dire bonjour sur un rituel, sur un check. Ça va être la façon de se valoriser après une bonne action. Ça va être des moments de discussion autour d'une table. Ça peut être des moments avec papier et stylo. Alors, ça peut faire peur quand on vient du terrain, mais pour l'avoir essayé plus d'une fois, dire les objectifs, on va les échanger, les joueurs vont en parler, les coachs aussi, l'élection des leaders, des choses comme ça en salle, en vidéo. Il y a plein de petits outils comme ça. Anthony se rappelle sûrement de l'outil de l'ours, qui est un outil basique pour… C'est mal ce que tu fais. qui est un outil basique pour prévenir quand un groupe ne se connaît pas. C'est des choses, mais j'ai envie de dire, pour regarder comment font les enfants. Les enfants, dans les cours de récréation ou à la maternelle, tout, ils créent du lien. Ils ne se posent pas 10 000 questions. Nous, des fois, on cherche des choses très compliquées, on cherche des choses où il faudrait théoriser. Non, il faut la cohésion. Il va falloir créer un approchement, quelque chose qui fait que les gens, ils ont envie de discuter ensemble, qu'ils ont envie d'échanger, sachant qu'ils ont souvent la même passion parce qu'ils font le même sport. Donc, ils auront des avis. Tout. Il faut juste les mettre dans un même cercle, et leur poser des questions, leur demander, mettre des jeux où ils vont coopérer, où ils vont avoir besoin de l'autre. Parce que c'est la notion aussi un bout d'un moment, j'ai besoin de. Si vous faites des jeux où on ferme les yeux, où on enlève un sens, où il faut la coopération de l'autre pour marquer,
nous, c'est ce qui se passe dans le rugby. Seul, j'ai jamais vu un joueur traverser le terrain. Il faut faire des passes. Il y a plein d'actions qui s'enchaînent. On a besoin des autres. Et dans la vie de tous les jours, que ce soit sur vos stages de cohésion, que ce soit sur plein de moments de la vie de l'équipe, mais il va falloir créer que on fait la vaisselle ensemble, on range le vestiaire ensemble. Il y a plein de petits rituels comme ça qui paraissent anodins, qui vont éduquer votre groupe, qui vont éduquer vos joueurs. Je prends souvent l'exemple des Blacks. Ils ont, je ne sais plus, 20 ou 30 points pour être un beau All Black. Et je crois que le premier point ou le deuxième point, c'est ranger et s'occuper des affaires. C'est voilà, la première chose. On le voit dans les sports des arts martiaux, ce respect du tatami, ce respect de la salle, ce respect des règles, de tout ce du sport en lui-même. Donc, dans un groupe, c'est pareil. C'est quelles règles on va mettre et qu'est-ce qu'on va respecter. Et il n'y aura plus de stars à gérer, il y aura un groupe à gérer au même niveau. Ok. C'est une question rigolote. De Michel Trébosque. Ne faut-il pas être en cohésion avec soi-même avant de demander aux autres de l'être ensemble? Alors, je considère que Michel a plusieurs personnalités. Non, mais c'est rigolo parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Alors, pour moi, la cohésion, elle commence quand il y a deux personnes. Donc, la cohésion avec moi-même, moi, je dis qu'il faut être aligné, qu'il faut être recentré. Si déjà, c'est sûr qu'on n'est pas bien avec soi, ben là, on va partir sur des problèmes peut-être d'estime, d'ego, d'autres notions qu'on voit en prépa mentale. Mais je pars que la cohésion, elle se fait sur le groupe. Elle se fait en externe et pas en interne. En interne, j'appelle pas ça de la cohésion parce que si on prend tous les différents facteurs de la cohésion sociale, opératoire, d'intégration, d'attraction, je vois pas comment je vais pouvoir les vivre en interne. Par contre, comment je vais m'incarner, comment je vais m'aligner, comment je vais faire un peu, mettre un coup de balai sur ma personnalité, mon caractère, tout ça. Si, dans la posture de l'entraîneur, et quand je dis il faut être OK avec soi-même, c'est si je ne suis pas exemplaire, si je donne des règles de vie que je ne les respecte pas, si je mets des leaders, puis 3 jours après, je les change parce qu'ils ne me plaisent pas, si automatiquement, si je n'incarne pas… souvent, les entraîneurs ils critiquent le groupe et leur équipe, mais ils ne se rendent pas compte que c'est le miroir de leur personnalité, en fait. Parce qu'un entraîneur qui vit 2-3 saisons avec un groupe ou avec un athlète, mais à un bout d'un moment, il l'a formaté, il l'a influencé un peu comme un Pygmalion. Et donc, quand il trouve que le groupe n'est pas bien ou que… il ne s'en rend pas compte, mais c'est son miroir, en fait. C'est lui qui a créé ça. Et s'il était bien recentré sur lui, et donc si au fond de lui, il était aligné, même pour moi, il verrait un groupe aligné en face. Il verrait un groupe qui vit en harmonie, qui performe, qui travaille, parce que l'entraîneur, ses objectifs, c'est ça, c'est de voir des gens réussir, gagner. Mais quand il voit ces gens ne pas aller venir à l'entraînement ou refuser certaines tâches, ou peut-être que lui, l'exemple qu'il montre aussi, c'est d'arriver en retard, c'est « oh, il pleut, on ne s'entraîne pas ». Voilà, certaines attitudes comme ça hésitantes qui fait que… Donc oui, il faut être aligné. Alors, on peut dire qu'il faut être en cohésion avec soi-même, mais pas autrement. J'ai vu passer une question tout à l'heure de Franck Salieres, je ne sais pas si je prononce bien, qui t'interroge sur la cohésion et les différences entre les groupes féminins et les groupes masculins. Est-ce qu'il y a une différence dans les besoins de cohésion et dans la façon du coup de créer de la cohésion? Alors moi, je ne fais pas de différence parce que alors, les personnalités filles, enfants, adultes, c'est différent. C'est sûr qu'il y a des caractères, mais moi, je ne fais pas attention au contenu, en fait. C'est ce que j'explique souvent en formation, c'est que je suis garant du processus. Après, ce qui va émerger, ce qui va vivre à l'intérieur, et je m'occupe donc de la formation et je m'occupe aussi des groupes féminins rugby sur Périgueux. Donc, j'ai aussi des filles à gérer. Je me rends compte que c'est pour ça que je parle de processus d'inclusion, de règles de vie et j'ai des méthodologies pour chaque process, plus que de me dire quel contenu je recherche à avoir et est-ce que pour ce public, je vais essayer de faire différent. Non, j'ai des process et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que je vis avec le public, je vais m'adapter.
c'est là où c'est hyper enrichissant, c'est que ça, c'est mon rôle d'entraîneur et qui fait qu'on s'adapte aux situations. Quand on n'a pas de ballon, quand on n'a pas de joueur, quand il peut, on s'adapte tout le temps. Et là, en fait, l'objectif, c'est de s'adapter au public. Donc, toutes mes formations focus se ressemblent le matin quand j'arrive, mais le soir, j'ai vécu une aventure complètement différente. Et pourtant, on a travaillé les mêmes thèmes. Et chaque fois que je viens, c'est aussi enrichissant pour moi parce que j'apprends d'un nouveau scénario qu'ils ont coécrit avec moi. Donc, cette notion de filles, garçons, enfants, oui, il y a sûrement des particularités, il y a des choses qui marchent mieux sur du contenu. Après, sur du process, pour moi, j'utilise les mêmes méthodes. C'est des outils, c'est mon kit de survie, c'est des outils 4x4 qui passent un peu partout. Et après, c'est à moi, c'est mon expertise, ma vision, mon observation qui va faire que je vais plus ou moins m'impliquer, ou quand je vois qu'il y a une situation qui ne marche pas, il faut que je la simplifie. Au contraire, ça marche trop bien, il faut que je la complexifie. Je n'ai pas le résultat que je veux. Voilà, après, c'est le rôle d'animateur, de régulateur. C'est là-dessus où le premier objectif du prépa mental, pour moi, c'est d'être un très bon observateur. Il doit être capable de lire entre les lignes de ce qui se passe, entre les interactions. Il va mettre un jeu didactique, il va mettre une situation, et lui, il ne va pas s'amuser avec eux. Il ne va pas le vivre. Il va laisser les gens vivre, et lui, il va analyser les situations et ce qui se passe. Et c'est là-dessus qu'il va avoir beaucoup plus d'indices de ce qui se crée et ce qui ne se crée pas. Et donc, à un bout d'un moment, ça m'arrive souvent d'interroger les personnes qui sont en formation, de leur dire, alors, comment tu l'as vécu, toi? Qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte que voilà, les gens, ils ont vécu la même expérience, mais ils n'ont pas les mêmes ressentis. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour faire ces feedbacks derrière, s'il n'y a pas quelqu'un pour échanger avec eux, automatiquement, eux, ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose et que tout le monde a ressenti la même émotion. Alors que non, l'observateur… Donc, c'est là où on a un rôle important de maîtriser, d'avoir une troisième écoute, de prendre du recul et nous, on a souvent ces joueurs qui sont blessés, qui vivent un moment de moins bien. On a ces joueurs qui sont remplaçants depuis 4 ou 5 fois. Il suffit, pour leur redonner la banane, il suffit de leur dire « t'es titulaire ce week-end », boum, ils reprennent le secours. Donc, on voit que c'est on-off, ils sont bien. Mais c'est peut-être à leur apprendre qu'il y a autre chose, que Onesta, que je ne sais plus à quelle compétition, il explique qu'il fait rentrer un joueur contre la Croatie. Il joue la demi-finale, il gagne. Il lui dit « la finale, tu ne la joueras pas ». Voilà, je t'ai pris parce que je savais qu'il y avait ce match contre les Croates. Voilà, c'est pour le collectif. Donc, l'entraîneur, à un bout d'un moment, il n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, mais il est là pour expliquer les choses. Il est là pour comprendre. Et le préparateur mental, lui, doit observer tout ça. C'est un peu c'est ce qui fait peur aussi au niveau des entraîneurs, c'est que le prépa mental, il va être un peu dans le secret du vestiaire, ce qui peut arriver chez le médical ou chez le prépa physique. Mais c'est là que la déontologie et l'éthique va faire que il y a des choses que je ne peux pas dire, mais aussi des choses que je vais dire, faites une confrontation ou échangez entre vous, ou je pense qu'il faudrait que tu ailles parler au vestiaire. Voilà, c'est un peu les rétroviseurs d'une voiture. Si on les enlève, vous aurez beaucoup plus d'accidents. Donc, quand on a à côté de soi quelqu'un de confiance, parce qu'il faut quelqu'un de confiance qui ne cherche pas à prendre notre place, c'est vraiment un préparateur mental, cette personne, au contraire, elle va avoir une observation, elle va permettre au groupe de mieux vivre et de créer ce lien. Parce que finalement, on est sur l'humain. Nous, on n'a pas une technique manuelle à apprendre, on n'a pas de la stratégie à dire. Nous, on doit finalement permettre à la personne d'être alignée sur soi, maîtriser ses émotions, se concentrer, avoir des routines et aussi fonctionner en collectif. Donc, cette interface-là, l'entraîneur le fait souvent, mais l'entraîneur, il fait aussi la feuille de match, il dit qui joue, il dit qui est gardé à la fin de l'année, qui aura le plus gros salaire. Et donc, automatiquement, s'il a toutes ces casquettes-là, à un moment, il est plus légitime pour faire de l'humanité, de l'humain entre les joueurs. Jérémy, tu as une question de Guillaume Paillet sur le non-respect des règles que je vais un peu prolonger. Est-ce que tu as des remords ou est-ce que tu es en difficulté face à des joueurs qui sont ingérables ou qui ne font pas les efforts pour être dans le team? J'ai plus de remords quand c'est ma fille qui ne m'écoute pas, mais sinon, quand c'est un joueur, non. Non, pour la simple et bonne raison, c'est que
un joueur, j'ai une anecdote qu'on a déjà échangée sur un entraîneur, il nous interdit les tongs l'été parce qu'il y a un joueur qui s'est blessé en marchant dans un parc après un entraînement. Il nous dit plus de tongs à l'entraînement. Sauf qu'on a des Fidjiens, on a des Tongiens et ces gens-là, même en hiver, ils sont en short et tongs. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur, il lui dit rien. Puis quand les petits jeunes, on arrive en tongs, ils nous assassinent. Mais là-dessus, il perd toute sa crédibilité. Donc, non, si tu décides une règle, tu la mets identique pour tout le monde. Et à un bout d'un moment, même si tu te trompes, tu la fais respecter. Après, ben, tu fais un mea culpa s'il faut pour dire, bon, ben, je me suis trompé et tout. Mais si tu commences déjà à mettre des règles, à faire non, mais celle-là, elle marche qu'à certaines situations. Non, je t'ai puni, mais finalement, tu n'es plus puni ou tu t'es mis de côté. J'ai eu une autre histoire où j'ai un entraîneur, il punit un pilier droit. Nous, c'est un poste qui est important parce que c'est eux qui tiennent la mêlée. Mais souvent, c'est ceux qui sont le plus hors de forme aussi. Donc, résultat, il lui dit, tu es hors de forme, tu ne joues pas ce week-end, il ne peut plus te voir sur le terrain. Sauf qu'à son poste, 2 blessures dans la semaine. Et là, le joueur qui l'a mis de côté toute la semaine, qui lui a dit devant tout le monde, non, tu ne joueras plus jamais avec nous. Ben, s'il te plaît, tu peux revenir jouer. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on prend une règle, quand on prend une décision dans le groupe, aux répercussions qu'il va y avoir derrière. Par contre, une fois que la sentence est tombée, que c'est décidé, que c'est acté, ben, on ne peut pas faire machine arrière parce que sinon, le groupe, il va se dire, attends, il y en a qui ont des passe droits. Donc, sinon, on refait un conseil, on refait et on reparle des règles de vie, on reparle des choses qu'on peut modifier, qu'on peut arranger. Mais je préfère tenir le cadre et les process le plus longtemps possible et tous les 6 mois, refaire un peu un brainstorming là-dessus, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais je ne peux pas être une girouette qui chaque semaine, tiens, ouais, lui il est puni, non, lui ce retard je ne lui accorde pas, non, sinon ça va créer l'anarchie. Et c'est là-dessus que l'entraîneur qui crée l'anarchie, il ne se rend pas compte que c'est ses décisions à lui d'exemplarité qui vont faire que tout le groupe va vivre comme lui, vont chercher des passes droits et des failles. Donc, quand il n'y a pas de faille, ben, on est tous logés à la même enseigne. Donc, pour moi, il faut tenir ces règles. Là-dessus, après, il y a différents fonctionnements pour les sanctions. Voilà, ça peut être fait en groupe. Nous, pour les petites sanctions, il y a la roue dégage ou lancer des dés qui vont faire que ben, la personne, ben, elle arrive en retard, elle va ranger le matériel, elle va ranger les crampons à tout le monde, elle va mettre la table. Donc, il y a des choses comme ça qui font que c'est des petites sanctions de travaux d'intérêt généraux pour l'équipe. Après, quand il y a des choses d'un statut plus gros, ben, on passe sur le tribunal ou on passe devant le président et là, c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a différents niveaux de sanctions, mais pour moi, il faut les cadrer, il faut les gérer et ça peut même servir de cohésion dans le groupe parce que c'est des moments souvent en fin de semaine ou début de semaine où tout le groupe attend de voir qui sont les punis et comment ils vont être sanctionnés. Donc, ça peut être un moment… Tu dis pas tout, hein, parce que la roue dégage, il y a des gages beaucoup plus coûteux que ça. On dit pas tout, il faut le découvrir. Elle a encore 2 questions avant de terminer, parce que le temps passe très vite. Tu as une question de Victorien. Comment tu observes sur le terrain, à l'entraînement en match, qu'une équipe est en cohésion? Quel comportement tu regardes? Alors, je veux dire, le jour du match, c'est peut-être pas le moment où on voit le plus de cohésion. Le jour du match, ça va être, il y a l'enjeu, il y a aussi un état d'esprit, il y a un état de forme. Là, je serai plus sur le niveau d'activation du groupe, de concentration sur des notions vraiment prépa mentales qu'on peut retrouver sur l'individu, qu'on va généraliser au groupe, sur l'état d'esprit, sur le goût de l'effort, sur tout ça, que la cohésion. La cohésion, on va le voir si jamais il y a un essai marqué, ça va être tout le monde qui va venir féliciter la personne, ou au contraire, quelqu'un qui va rater une pénalité ou quelque chose. Quel est le soutien que l'équipe va lui apporter? Ça va être des rapports dans les regards. Mais moi, ce que j'aime bien voir dans la cohésion, c'est tout ce qui va se passer en fait sur des temps informels. C'est dans le vestiaire, c'est en préparation, c'est après le match, c'est quand on est dans le bus, c'est tous ces moments-là, tous ces moments d'échange qui vont faire que… Mais on va voir le joueur qui s'isole tout le temps,
qui n'est pas dans le groupe, qui n'est pas bien. On va voir celui qui fait rire tout le monde, qui est leader social et qui, lui, il est adoré de tous. Et ça fonctionne. On peut avoir des personnes qui sont un peu en marge du groupe, mais pas exclues du groupe, en marge. Mais c'est cette idée que voilà, quand on fait des réunions collectives, quand on fait des choses communes, tout le monde adhère. Et dès qu'on repasse sur de l'informel, on se rend compte que y en a qui vivent en petits groupes, mais quand il y a des invitations pour un événement et tout, ils le vivent ensemble. La cohésion, c'est plus, l'évaluation va plus le voir pour moi en dehors des entraînements ou sur des temps de préparation. Sur le match, l'enjeu va faire que la structure, quelqu'un on peut retrouver que la cohésion structurelle. Le projet de jeu, il est connu par cœur. On a des joueurs pros qui ont 10 ans d'expérience. Peut-être qu'il n'aime pas le voisin d'à côté, mais il est tellement formaté et tout qu'il y aura une cohésion structurelle opératoire. Mais je ne suis pas sûr qu'on retrouve toute la cohésion sociale avec, l'attraction. Donc, sur une compétition, ça va être tous ces petits gestes, ces regards, c'est les choses qu'on a ressenties quand on est joueur, où il y a un sourire, la complicité. Alors moi, je dis l'amour avec un grand A, c'est la complicité, c'est la confiance, c'est des notions qu'on va voir dans les échanges, mais qu'on peut avoir avec un entraîneur, avec un joueur-entraîneur aussi. Moi, j'ai coaché des équipes où voilà, j'avais des joueurs clés, leaders. Voilà, on sentait qu'un geste, un mot, ça faisait que bon, il me reprenait le groupe, il retravaillait. Après, il existe plein de petits exercices, des rituels à mettre en place sur on vient de prendre un essai, on se resserre, mais on se concentre. Il y a qu'un leader qui parle, qui dit 2-3 mots, boum, on repart. Il y a un moment où il y a un blessé, qu'est-ce qui se passe? On va tous lui taper avant qu'il sorte sur la cuisse. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça mis en place pour qu'il y ait une cohésion qui s'installe. Mais après, sur la pratique, normalement, on est sur des joueurs pros. Et donc, on le dit souvent, il peut y avoir des mercenaires, entre guillemets, des groupes de mercenaires qui performent. Ils ne performent pas dans le temps, souvent, mais ils peuvent performer sur une saison parce qu'ils sont tous programmés pour gagner. C'est des experts de leur domaine. Après, dans le temps, pour gérer quand même la charge d'entraînement, les émotions, tout ça, s'il n'y a pas un lien, moi, je pense que dans le temps, c'est compliqué s'il n'y a pas tous les domaines de la cohésion. Bon, le temps file. Très vite. En gros, tes réponses sont extrêmement longues. Donc, oui, je parle beaucoup. Donc, on va s'arrêter là, Jérémy. Merci beaucoup. On s'arrête là sur les questions. Il y a trop de choses encore à voir. Je pense qu'on fera d'autres sessions ensemble parce que la cohésion est un thème vraiment très large. Et en effet, on peut le décomposer en plein de sous-thèmes dans une approche psychosociale du sport ou en préparation mentale collective. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce soir pour vos questions, le chat, tout ça, vos éléments que vous avez apportés, c'était hyper constructif. Merci à toi, Jérémy, pour tes réponses très terrain et très précises. Merci, ça a été un grand plaisir. En espérant que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous allez avoir le sketch note très rapidement, sans mettre la pression à Nathalie, que vous aurez aussi accès au replay dès ce soir. Et je vous dis à très bientôt à tous pour de nouvelles aventures et de prochains webinars. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.